Et donc, nous sommes partis en direction de la Lune. Après la Translunar Injection, nous avons détaché le module de service et de commande de la S4B. Nous nous sommes dockés au LEM et nous avons extrait le LEM de la S4B. Donc, et la S4B elle-même, alors je pense qu'on ne peut plus du tout la voir, suit son petit bonhomme de chemin en direction de la Lune. Un petit exercice qui peut être amusant, c'est d'aller se mettre ici. Donc, on a le 3e étage, donc le S4B. Et ce qu'on peut faire, c'est assez virtuel, mais bon, c'est pas inintéressant, c'est de regarder la trajectoire actuelle de ce 3e étage. Donc on va prendre notre Lunar Transfer MFD et activer le Flight Monitor. Eh bien, normalement, cet étage devrait percuter la Lune, mais visiblement, il va passer à 2000 km de la Lune. Donc, bon, je sais pas. En fait, le simulateur, enfin le module AMSO, je me sors de là parce que ça fait beaucoup de bruit. Le module AMSO de simulation gère le pilotage de ce module. Donc, je vais pas m'occuper de lui, mais en théorie, la poussée qu'il a effectuée quand on l'a quitté devrait le pousser vers la Lune dans une trajectoire de collision. Et c'est pas ce qu'on constate ici. Peut-être une autre poussée est-elle prévue plus tard, je n'en ai aucune idée. Et objectivement, ça va pas changer notre vie du point de vue de la simulation. Donc on va retourner sur notre... Bob, I know we're not the first to discover this, but we'd like to confirm from the crew of America that the world is round. Roger, that's a good data point. Have you gotten a good look at any of that weather down there on the Antarctic? Fill out Ron's window number 1, maybe he can tell you a little bit about it. You know, it's real funny there in Antarctica. You can see the snow, but there isn't any weather at all on it. All the weather's around it in the water. Donc ils sont en train d'observer la Terre et ils ont constaté qu'elle était sphérique et que l'Antarctique était couvert de neige. On leur a demandé quelques informations météorologiques. Bien, donc à ce stade de notre navigation, ce que l'on doit faire, c'est effectuer un certain nombre de corrections. Donc là, je suis revenu au module de service et de commande et le Lunar Transfer MFD, et en particulier donc les paramètres de navigation. On avait vu lors de la précédente diffusion que notre périgée tiens. Alors je suis surpris. Là, notre périgée est donc de 443 km, donc on passe très très loin de ce qui était prévu, 95 km. Donc je pense ici qu'on a toujours, alors malheureusement, oui, c'est ça, on est toujours en mode TLI et donc là, en fait, on a notre trajectoire relativement à la Terre, donc cette sphère, c'est la Terre et cette sphère-là, c'est la Lune. On n'a pas la référence ici qui est indiquée, mais donc là, on a bien référence Moon et par rapport à la Lune, donc on va passer à 443 km de la surface lunaire au plus près. On avait programmé 95 km. On va passer au plus près
à get 86-12 et on avait demandé 86-17-43. Donc il va falloir qu'on fasse des corrections en cours de route pour pouvoir rectifier ce paramétrage. Alors ces rectifications en cours de route s'appellent des MCC, Mid-Course Corrections. Et donc sur le plan de vol Apollo 17, 3 ou 4 je crois. 4 corrections sont prévues à 8,45, à 35,30, à 66,55 et à 83,55. Lors de la mission Apollo 17, ils n'ont fait qu'une seule correction, c'est la MCC2 à 35,30. Et j'hésite. En fait, j'ai déjà fait un essai en faisant la correction à 8,45 et cette correction à 8,45 finalement m'a pas donné un résultat phénoménal. Donc peut-être faut-il mieux attendre. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut faire tout de suite, c'est programmer l'ordinateur pour faire les calculs. Alors là, la phase qu'on va opérer, ce n'est plus une TLI, mais une TLCC, donc Translunar Course Correction, donc c'est l'équivalent de la MCC. Le temps, enfin l'horaire, le get auquel on va effectuer cette correction, on va pas le laisser en automatique. Tiens, ça m'intéresserait de savoir ce qu'il me propose. Je vais le faire en automatique. Ah oui, mais en fait, en gros, il l'a fait dans les 5 minutes, hein, j'ai l'impression. De façon automatique, donc on est à get 5.03 et donc il fait le calcul à 5.08. On va voir, hein, mais a priori je pense que c'est ce qui va me calculer. Donc l'ensemble des paramètres n'ont pas changé. On va toujours à Taurus Littrow. On souhaite toujours arriver à get 86 17 43 au périgée, à 95 km de la surface. Donc ça, ce sont les coordonnées de Taurus Littrow. Et donc si je demande un calcul, oui voilà, donc il m'a fait un calcul au moment, dans les 5 minutes. Donc c'est absolument pas ce que je veux faire. Donc je vais lui demander le calcul de la première MCC, MCC 1, 8,45,00. Et on fait le calcul. Et donc le calcul nous donne 1,57 m à corriger, mais ce qui nous intéresse davantage, c'est le burn time. 71 centièmes de seconde. Donc poussée vraiment très très faible. Maintenant voyons ce que ça nous donne si on le fait à 35-30, comme ça a été fait historiquement, la première poussée n'ayant donc pas été effectuée. Alors à 35-30-00, on fait le calcul, donc on avait 1,57 et 0,71. Alors là, une poussée plus importante avec 1,78. Et pour tout vous dire, historiquement, Apollo, lors de la MCC2, a poussé de 1,6 secondes. Donc du coup, comme les chiffres sont relativement cohérents par rapport aux valeurs historiques, alors je ne saurais vous dire pourquoi ils font des choix de ce type, de ne pas faire la poussée de quelques centièmes de seconde. Peut-être c'est pas suffisamment précis.
eh bien, en manquant d'arguments sur le choix en question, je vais en définitive respecter ce qui a été effectué lors d'Apollo 17 historiquement, puisque j'ai des valeurs proches. Alors, ce qu'on peut aussi se poser comme question, c'est qu'est-ce que ça représente comme consommation? C'est pas grand-chose. Alors il faut que je retrouve les chiffres, je vais les trouver facilement. Mais, donc, 1 tonne de carburant, donc, là quand on voit 18,4 K, ce ne sont pas des kilogrammes, mais ce sont des milliers de kilogrammes, donc 18 tonnes, 4. 1 tonne de carburant, ça pousse pendant 31,3 secondes. Donc, une seconde, c'est moins d'un trentième de tonne. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Et c'est invisible sur la quantité totale de carburant dont on dispose. Donc bon, tous ces chiffres sont tout à fait cohérents. Et donc on va attendre donc de s'approcher de ces fameuses 35 heures et 30 minutes de vol. En revanche, avant de partir, là on vient juste donc lors de la vidéo précédente, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc constitué le train spatial, module de service, module de commande, LEM. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en barbecue roll et on va grossièrement orienter notre vaisseau en direction de la Terre. Donc la partie inférieure du vaisseau se trouve ici. Donc le haut se trouverait là. Si on se tourne grossièrement vers la droite, on va s'orienter vers la Terre. Donc faisons ça. Alors voilà. Donc j'ai dit il faut se tourner vers la droite. Eh bien, tournons-nous vers la droite. Donc on voit que l'ensemble est en rotation lente. Inutile de consommer du carburant en quantité pour tourner plus vite. Et plus on aura consommé de carburant pour tourner rapidement, plus il faudra en consommer pour freiner cette rotation. Il n'y a pas d'urgence. On va être patient. Et on va attendre que cette rotation nous mette dans l'axe choisi. Alors j'avais dit que dans le vaisseau, donc il y avait une gestion de l'énergie avec les circuit breakers qui sont ici et là. Et donc en permanence, les astronautes sont obligés de contrôler leur consommation énergétique parce que ils ont à leur disposition des piles à combustible qui sont capables de donner une puissance limitée. Donc l'énergie est comptée, mais de la même manière, l'énergie de poussée, donc le carburant embarqué, donc
donc ici, lui aussi est limité. Donc il y a une certaine quantité de carburant pour le CSM. Le CSM embarque une certaine quantité de carburant et c'est ce moteur-là qui sert à faire le voyage. Alors, le voyage aller, finalement, c'est la S4B qui nous a lancé sur notre trajectoire actuelle. Pour l'instant, ce moteur-là n'a pas fonctionné. Il va servir à freiner au moment où on va arriver sur la Lune pour nous mettre en orbite autour de la Lune, et il va servir à quelques autres manœuvres pour circulariser l'orbite, modifier l'orbite autour de la Lune, et mettre en particulier le LEM dans de bonnes conditions pour pouvoir aborder sa descente. Au niveau du LEM, alors ici on peut voir le moteur de l'étage de descente, parce que le LEM en fait est composé de 2 étages, un étage de descente et un étage de remontée. Les astronautes seront à l'intérieur de cet étage-là. Ici, il n'y a que du matériel. C'est pas, comment dire, ça n'est pas habitable. Le LEM va utiliser le carburant dans l'étage de descente pour effectuer la descente. Et au moment du décollage, quand il repartira rejoindre le CSM, le LEM utilisera uniquement le carburant dans son étage de montée. À chaque fois, on fait en sorte de n'avoir que la charge nécessaire lors des manœuvres, en particulier les pieds qui sont là et qui servent à l'atterrissage. Pareil, ça ne sert à rien de les embarquer pour le retour. Donc on les laisse sur la Lune. Et on a à notre disposition, depuis la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter, des images des différents étages d'atterrissage qui sont restés sur la Lune. On les voit. En revanche, l'étage de montée, lui, il est retourné jusqu'au CSM, ensuite il a été largué et il s'est écrasé sur la Lune, donc il n'en reste que des débris. Le CSM, lui, revient vers la Terre. Le module de service a été projeté dans l'atmosphère terrestre et a brûlé dans l'atmosphère terrestre. Pareil, on n'a rien récupéré. Et donc, en fait, tout ce qu'on a récupéré, c'est le module de commande. Et les différents modules de commande des missions Apollo peuvent être vus dans des musées. Je me demande si j'ai pas laissé tourner trop longtemps. Je voulais faire des économies de carburant. Non. Non, non, non. Oui, comme là on voit par-dessous, ici, et que j'ai tourné à droite, donc par-dessous ça tourne à gauche. Et donc c'est bien en train de s'aligner vers la Terre. Tout doucement. Bon, j'aurais pu accélérer la simulation, mais comme j'avais un certain nombre de choses à dire, je laisse faire. Voilà. Donc là, on voit depuis le module de commande la Terre arriver dans notre champ de vision. Bon, inutile de s'aligner. Alors là, l'angle de vision, évidemment, est gigantesque. C'est pour ça que l'image est déformée. Mais c'est la seule façon qu'on ait de se repérer. Sinon, le LEM nous cache complètement la visibilité. Bien, ce qu'on peut faire, c'est relever un petit peu le nez
du CSM pour s'aligner un peu plus proprement. Donc là, encore une fois, hein, comme on regarde par en dessous, en relevant le nez par en dessous, on a l'impression qu'il descend. Et donc la terre va passer derrière le lemme. Et quand on la verra plus, on va arrêter la rotation. On n'est vraiment pas dans l'axe là. J'accélère un peu le mouvement vertical. Je compense un peu la rotation qu'on avait mis vers la droite parce qu'on n'en a plus besoin. J'ai remis un peu de rotation quand même. Bien. Plus 0.4. Roger, we copy that. Bob, Antarctica is what I would call effectively just a solid Bon, on white parle encore de l'Antarctique, qui down est on the une, South Pole. comment dire, une calotte blanche, There's solide, contact etc. between, the continent and the water. Donc là, notre vaisseau est orienté vers la Terre, grossièrement, et donc They're all very artistic, very picturesque, some in clockwise, on le met en rotation rotating fashions, but appear to be de very façon à ce thin, where que you can, for the most part, tend to see through those clouds to the il ne blue soit pas water toujours below. éclairé de la même manière But the, par le soleil. The continent itself is the same color as the clouds, but of course more dense and a striking Et maintenant, on vise difference than any of the 35-30. other white background around, because you can definitely see that contact with the water and with the clouds over the water. Roger, understand. We've got a, I guess probably the continent of Africa dominates the world right now. It's covering the Donc il explique que c'est essentiellement l'Afrique qu'on voit. Alors on est cohérent par rapport à la simulation parce qu'on a les mêmes horaires, quasiment la même trajectoire. Donc ce qu'on voit là, c'est très proche de ce que les astronautes d'Apollo 17 ont pu voir. Donc la première correction aurait dû avoir lieu approximativement maintenant. J'ai plus l'horaire en tête. Ok, je vais le retrouver. 8h45. Voilà. Donc on va pas la faire, puisqu'ils ne l'ont pas faite et que semble-t-il, on n'ait pas besoin de la faire. Par contre, on va se réorienter encore une fois par rapport à la Lune, donc, par rapport à la Terre, pardon. Donc là, la Terre, donc à nouveau, ça c'est le bas du vaisseau. Est-ce que je peux l'orienter? Voilà, alors là, voilà. Donc le vaisseau, là, j'ai le haut du vaisseau ici. Donc il faut redescendre et tourner un peu à gauche. Donc on va faire ça, comme on l'a fait tout à l'heure. La Terre,
Donc il faut redescendre et aller un peu à gauche. La Terre devrait se trouver quelque part par là. Mais vous voyez, en fait, elle est cachée par le LEM. C'est assez pénible dans cette vue. Et si on va dans le vaisseau, ça va pas être mieux. On peut pas se pencher à la vitre comme ils pouvaient le faire eux. Et essayer de voir la Terre, même s'ils n'avaient pas beaucoup de visibilité. Donc, on va faire l'opération comme ça. Donc on baisse le nez. Et on se tourne un peu à gauche. Pour la rotation gauche-droite, je trouve qu'on est pas mal. Donc on arrête cette rotation-là. Et on va laisser le vaisseau descendre. Bon, encore une fois, inutile de viser exactement dans la direction de la Terre. C'est pas indispensable, il suffit juste que nos antennes soient globalement orientées dans la bonne direction, les antennes qui sont là. Et j'ai remis à nouveau du barbecue roll. On le voit pas, on va le voir quand je vais accélérer. Voilà. Ça fait une demi-journée qu'on est parti, on est déjà bien loin de la Terre. 14 heures maintenant. « 20 heures. Presque une journée de voyage. De l'autre côté, on ne voit pas la Lune. Elle est près du Soleil. Alors on peut la matérialiser virtuellement comme ceci. Voilà, la Lune est là. Donc je vais enlever le planétarium. Et, bon, franchement, je devine un léger Terminator. Mais enfin bon, voilà, faut vraiment savoir qu'elle est là. Donc les astronautes ne la voyaient pas. Ils l'ont vue vraiment qu'au dernier moment. On va se réorienter encore une fois. Alors, voilà, là je suis avec le haut en haut et le bas en bas. Donc à nouveau, je vais baisser le nez de mon vaisseau. Ça descend doucement. Je préfère ne pas accélérer la simulation.
revanche, je peux en profiter pour faire une sauvegarde. Il y a quelques instabilités dans le simulateur. Bien. Et on arrête la rotation. Oh. C'est très utile. Allez, je vais tourner un peu vers la gauche. Je consomme un peu de carburant. Mais bon, ça n'a pas bougé. Là, ces moteurs sont des petits moteurs qui consomment peu. Bon, il semblerait qu'on soit relativement aligné. Barbecue roll à nouveau. Et on se dirige vers les 35 minutes. Les 35 heures, pardon. Pour effectuer cette fameuse correction. Donc là, ça fait plus d'une journée qu'on est parti. Bon, voilà, on est à 34 heures, donc un jour et 10 heures de voyage. Ce voyage est très très long. La Lune a dû bouger et franchement, je ne sais pas où elle est. Enfin, bouger par rapport au Soleil. Donc on revient ici, donc à 35-30, donc dans 1h30 va avoir lieu la correction. On va redemander un calcul pour voir un petit peu si ça change. Donc 3,95, 3,95 m par seconde et 1,70, 3,94 et 1,78. Bien. Avançons maintenant à 30 minutes. Usuellement, je fais un dernier calcul à 30 minutes. J'ai dépassé les 30 minutes. Gordy, we finally found that thing. It was way back in the back. Sorry. Okay. Bon, heureusement, j'ai pas de modification. Donc, là, on a eu les échanges avec le Mission Control. Je pense qu'ils sont, j'ai pas écouté. Je pense qu'ils sont justement en train de préparer cette mid-course correction. J'enclenche l'autoburn. Donc, on est prêt pour la correction. Roger. On va avancer doucement.
On est à 15 minutes. Donc là, ils sont en train de parler des programmes qui sont enclenchés dans l'ordinateur, puisque c'est l'ordinateur qui est ici qui va commander la poussée. Donc on rentre les paramètres de poussée. Il faut s'assurer, alors ils ont eu le temps là en 1 jour et demi, que le CSM est orienté convenablement par rapport aux étoiles. Donc ils ont utilisé le sextant qui est ici pour viser un certain nombre d'étoiles, recalibrer les gyroscopes. Et donc maintenant, ils savent exactement comment ils sont orientés par rapport à tout l'espace qui les entoure, connaissant la position de la Terre et de la Lune. Ils savent comment ils doivent orienter le vaisseau, et cette orientation, elle est commandée par les résultats du calcul qu'on trouve ici. Donc ici, on a un vecteur vitesse qu'il va falloir appliquer, donc rajouter de la vitesse à la trajectoire actuelle de notre vaisseau. Cette trajectoire, en fait, le vecteur vitesse, il est calculé par rapport à l'orbite actuelle. Donc cette orbite, on la voit ici. Donc cette orbite, elle est dans un plan. La vitesse qui est ici, c'est la vitesse forward. Donc on rajoute de la vitesse tangentielle à la vitesse actuelle sur laquelle, alors évidemment on voit pas notre position là, nous on est par là hein, sur l'ellipse, mais bon si on était ici là entre le T et le E ou le C, on rajouterait 1,06 m dans cette direction là. Le D de VI, c'est une vitesse qui ici est perpendiculaire et qui a tendance à réduire le rayon de courbure de l'ellipse. Donc là c'est 3,80 m, donc on voit que c'est la vitesse la plus importante, et donc on tend beaucoup à réduire la courbure de l'ellipse, et c'est logique puisque en fait on est en train de passer trop haut, et c'est la principale correction qu'il faut faire. En termes d'horaire, gagner de la vitesse, ça va nous faire gagner un peu de temps ici, ça va nous faire arriver plus vite, et c'est logique aussi puisque en fait on veut arriver ah non, ça n'est pas logique, on va arriver moins vite, puisque là sur cette trajectoire on arriverait à 86,12, donc c'est contre-intuitif hein. Augmenter notre vitesse tangentielle tend à réduire notre horaire d'arrivée au périgée. Et l'autre vitesse, la troisième, c'est la plus difficile à comprendre. C'est donc une vitesse perpendiculaire au plan d'ellipse. Donc en fait, on ne peut pas la voir. Soit elle est vers nous, soit elle s'éloigne de nous, perpendiculaire à la trajectoire ici, et perpendiculaire aussi à l'intérieur de la trajectoire. Et elle va modifier le plan sur lequel on va arriver. Donc elle va corriger les coordonnées de latitude et de longitude. Est-ce qu'on les voit là? Oui. Donc non, ça c'est l'inclinaison. Et ouais, alors il faudrait regarder le heading par rapport à l'inclinaison. Bon, trop compliqué. Ah, le heading ici 280, et en fait il faudrait avoir 282. Donc on a 2 degrés d'erreur au niveau du heading. Alors le heading, on en avait parlé lors de la mission Apollo 8. En gros, c'est la direction qu'on a par rapport au pôle nord de la Lune. Donc 0, on passerait au-dessus du pôle nord. 90, on serait sur l'équateur en tournant vers l'est.
180, on passerait au-dessus du pôle sud. Et 270, on est sur l'équateur, mais direction ouest. Donc là, avec 280, on va aller vers l'ouest, ce qui est l'usage. L'orbite qu'on avait autour de la Terre nous conduisait vers l'est. L'orbite qu'on doit avoir autour de la Lune nous conduit vers l'ouest, globalement. Et donc, il faut faire une correction de 2 degrés. Et donc, il faut corriger le plan. Donc, il y a bien 3 valeurs. Ces 3 valeurs orbitales, donc, d'augmentation de la vitesse de notre orbite dans ces 3 directions, définit un vecteur tangent de notre orbite. Et ce vecteur, il a une direction et un module, pour ceux qui sont familiers de ces concepts en mathématiques. En réalité, ce qu'il faut faire, c'est orienter le CSM dans la direction de ce vecteur. Et le module qu'on applique, en réalité, eh bien, il est proportionnel au temps de poussée qu'on va appliquer. Et donc, ce temps de poussée va déterminer finalement une quantité, une force pendant un temps donné, donc une accélération et donc une modification de la vitesse. On est à 500 secondes, donc on va avancer un peu. Conversation interrompt l'accélération du simulateur. Donc là, il est en train de faire sa checklist. C'est la voix de Ron Evans qu'on entend là, qui est donc le pilote du module de commande. Alors, il leur demande de passer sur le high gain, donc c'est un mode de télécommunication qui est censé améliorer les communications. Une chose est sûre, c'est que en fait, lorsque le vaisseau va s'orienter pour la pousser, les antennes ne seront pas forcément tournées dans la meilleure direction pour les communications. Alors en fait, si on revient sur la fonction du... donc là, je suis au siège du centre, donc je suis dans le siège de Ron Evans, la personne qu'on entendait parler, et donc le pilote du module de commande. En fait, en réalité, en tant que pilote, il a plus pour fonction de donner les ordres. Donc il a la checklist en main et il est en train de donner des indications qui la plupart du temps sont effectuées soit par le commandant, soit par le pilote du module lunaire. Bon, s'il y a un bouton qui est plus à sa portée, à la limite c'est lui qui va l'actionner. Mais finalement, le fait d'être pilote, bizarrement, la signification qu'on pilote pas. Et alors, c'est particulièrement vrai pour le pilote du module lunaire, puisque en fait, le pilote du module lunaire, pendant la phase de descente et que le LEM est piloté, concrètement, c'est le commandant qui va avoir la main sur les commandes, et le pilote de module lunaire, lui, va communiquer les informations de vol et donc diriger le vol. C'est en ça qu'il est pilote. Mais c'est pas lui qui tient les commandes.
Alors on en est où? 230, donc là le vaisseau va s'orienter, on va regarder le vaisseau s'orienter. Compte tenu des paramètres qui sont là, on devrait avoir une vitesse de forward, donc il devrait faire un demi-tour grossièrement. Et je sais pas trop dans quel sens est la trajectoire actuellement, mais surtout, il va être perpendiculaire à la trajectoire actuelle, essentiellement. Donc, petite composante ici forward et une grosse composante en interne. Je sais pas dans quel sens ça tourne, mais on va le savoir justement dans quel sens tourne l'ellipse. J'aurais tendance à dire que le vaisseau va s'orienter vers la droite là, mais jusqu'à présent, mes intuitions n'ont pas été les bonnes. Voilà. C'est la confirmation de ce que je viens de dire. Donc il se tourne vers la gauche et il va pointer le museau légèrement vers nous. Et la correction de plan, elle est vraiment modeste, hein, c'est 4 cm par seconde. 1 mètre, 3 mètres et 4 cm. Eh bien, pour ce qui est de la vitesse de forward, je me suis trompé aussi, c'est contre-intuitif. La vitesse de forward ne ramène pas le vaisseau plutôt vers nous, mais il reste orienté plutôt vers la Terre. De l'intérêt d'avoir des ordinateurs pour gérer le positionnement du vaisseau, ce serait impossible manuellement. Je rectifie, ce serait possible manuellement, mais avec ces instruments-là. Donc, qui ont des graduations qui sont probablement suffisamment précises pour se positionner correctement. On est à peu près à 1 minute de la poussée. La poussée va durer à peine plus d'1 seconde, moins de 2. 35-30. Et la première chose qu'on regardera, ce sont les paramètres effectifs de notre nouvelle trajectoire. Haulage. No haulage. Haulage, c'est un concept intéressant. J'expliquerai ça après. Roger. Voilà. Roger. Ok, donc la poussée est terminée, ils l'ont confirmé. Alors, 95 km, c'est parfait. 86, 17, 43. Je crois me souvenir que c'est ce qu'on voulait. Et voilà. Alors, cette poussée est parfaite à 500 mètres près. Là, on est sur la trajectoire qu'on désirait obtenir. Ça vaut une sauvegarde. Roger, Jane. Okay, go motor check. 2, mark it. 2, mark it. 1, mark it. 1, mark it.
Donc là, je ne sais pas exactement quels sont les chiffres qu'ils sont en train de regarder, c'est pas très important. Tout à l'heure, j'ai dit ullage, no ullage, c'est ce qu'a dit Ron Evans. Pas de ullage. Alors, regardons le CSM ici. Sur le CSM, on a les RCS, qui sont les petits moteurs qui servent à orienter la fusée, qui servent aussi à la pousser doucement, par exemple, quand on a fait l'approche pour aller chercher le LEM. Donc, ça permet de faire des poussées soit en rotation, soit en translation. Par exemple, si on regarde ce RCS ici, il y a 4 moteurs qui peuvent donc faire une poussée. Alors, si on utilise celui-là, ça va pousser vers le bas. Si on utilise celui-là, ça va pousser vers le haut. C'est tout simplement le principe de réaction, hein, comme un moteur d'avion d'ailleurs. Éjecter de la matière à grande vitesse dans une direction, on se dirige vers l'autre direction. C'est le principe de conservation de la quantité de mouvement. C'est une expérience qu'on peut faire avec un sac un peu lourd, un skateboard. On se met sur le skateboard avec son sac. Si on jette le sac dans une direction, le skateboard part dans l'autre direction. C'est exactement la même chose. Et donc, par exemple, si je pèse 50 kg, que j'ai un sac de 50 kg dans les mains, que je le lance à 2 mètres secondes vers la droite, mon skateboard va partir à 2 mètres secondes vers la gauche. Donc, l'idée, c'est d'éjecter de la matière à très haute vitesse, donc en petite quantité, mais du coup, ça provoque sur tout le système une légère poussée, qui est beaucoup plus lourde que la matière qu'on a éjectée. Et cette poussée, donc, ce moteur-là va pousser ce système vers le bas, enfin le CSM vers le bas, celui-là vers le haut, celui-là va le pousser vers l'arrière, et celui-là va le pousser vers l'avant. Or, on a 4 groupes de moteurs tout autour du CSM. Donc, si par exemple, ce moteur-là et celui qui se trouve de l'autre côté, je les utilise, tous les deux vont pousser le CSM vers le bas. Et donc, je vais avoir une translation vers le bas. Si en revanche, celui-là, je l'utilise, et de l'autre côté, c'est celui-là que j'utilise, au lieu d'avoir une translation, je vais avoir une rotation. C'est-à-dire que ce moteur-là va pousser dans cette direction-là, et l'autre va pousser dans cette direction-là. Et ça va faire tourner mon CSM. Donc en agissant de cette manière avec 2 moteurs à chaque fois, je peux même en utiliser dans ce cas-là, je peux utiliser celui-là, celui-là, celui du dessous et le 4e, et je peux arriver à faire une rotation plus puissante. Pour les rotations, je peux avoir plus de moteurs que dans le cas des translations. Faux d'ailleurs, dans le cas de la translation vers l'avant, je peux utiliser celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui qui est de l'autre côté. Bon, ça dépend des mouvements qu'on est en train de faire, mais on peut grouper un certain nombre de moteurs pour effectuer soit des translations, soit des rotations. Alors, en réalité, ces mouvements sont assez délicats parce que, en fait, si par exemple, on reprend l'histoire de la translation en utilisant ce moteur-là et son homologue de l'autre côté, cette translation serait parfaite si le barycentre de tout le système se trouvait dans le même plan. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'ici, on a un LEM. Et ce LEM-là, il décale le barycentre vers l'avant. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, ça va rentrer en translation, mais ça va avoir tendance aussi à tourner autour d'un point qui doit se trouver quelque part par là. Donc, utiliser ces moteurs pour faire des translations avec le LEM au bout, là, pas une bonne idée. C'est pour cette raison que toutes les poussées importantes, on les fait avec le moteur principal en orientant systématiquement l'ensemble dans la bonne direction. Et donc, pour faire ces orientations dans la bonne direction, on est obligé d'effectuer des rotations
Et ces rotations, elles seraient parfaites si le barycentre se trouvait là. D'où la nécessité, en réalité, d'avoir des systèmes qui contrôlent de façon très précise la position avec des asservissements. C'est pas si simple et c'est pour ça qu'on a besoin d'ordinateurs pour faire ça. Manuellement, ce serait faisable, mais c'est compliqué. Donc les astronautes sont là pour contrôler essentiellement que tout se passe correctement. Bien, je fais une sauvegarde et ce que je vais faire, c'est que je vais programmer la prochaine correction. La prochaine correction, normalement, elle devrait nous donner 0, puisque là, au point où on se trouve, on a des paramètres qui sont quasi parfaits. Alors en plus, là, on avait 95-500, c'est en train de réduire. Donc au fur et à mesure qu'on avance vers la Lune, c'est en train de s'améliorer. Alors il ne faudrait pas que ça dépasse et qu'on se retrouve à 50 km ou 40 ou 30 ou carrément qu'on s'écrase au sol et donc ça nécessiterait une correction. Mais là, en l'état actuel des choses, donc la prochaine correction, elle est prévue pour 66-55. On va la programmer, mais normalement, elle devrait nous dire pas besoin. Donc je la programme, je fais le calcul et donc 2 cm de correction avec une poussée d'1 centième de seconde. Donc à ce stade, il n'est pas nécessaire de la faire. Bon, j'ai déjà fait une sauvegarde, mais j'en refais une et on avance vers 66-55. Ah, évidemment, j'ai pas la checklist sous les yeux. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Évidemment, c'est un un barbecue roll, pardon. Donc, alors, je vais m'orienter. D'ailleurs, je suis en train de me poser la question. Non, ouais, normalement, les antennes, elles auraient plutôt tendance à être orientées de l'autre côté. Donc, bon, on va le faire. Alors, le haut du vaisseau est ici. Donc, si je tourne mon vaisseau vers la droite, alors si je le tourne vers la droite, bah, on voit rien, mais en fait, la Terre, il me semble, elle est vers la droite. Ah bah, elle est carrément à l'opposé. Oui, bon, plutôt à droite. La rotation sera plus rapide vers la droite. Alors on y va. On se tourne vers la droite. Là, j'en mets un petit peu quand même parce que sinon ça va être très très long. Bon, en réalité, je pense qu'ils avaient tout leur temps puisque de toute façon l'objectif c'était évidemment de reprendre contact avec la Terre, mais ça, a priori, les antennes étaient suffisamment performantes pour quand même avoir du signal, quelles que soient les circonstances, mais surtout changer l'orientation du vaisseau de façon régulière, de façon à ce qu'il ne soit pas toujours éclairé de la même manière. Et là, le simple fait de bouger résout déjà en partie le problème. En réalité, le simulateur ne tient absolument pas compte des effets du barbecue roll. Donc si on ne le faisait pas, ça n'aurait aucune importance du point de vue de la simulation. Le réalisme ne va pas jusque-là. C'est sans doute dommage, mais bon, là l'idée c'est quand même ici finalement d'expliquer comment la navigation était faite, quelles étaient les procédures, pour quelles raisons elles étaient conduites. Et donc je le fais pour que ça reste réaliste. Ne pas le faire, effectivement, ne me coûterait rien en termes de résultats à la fin. Mais mon objectif ici, dans ces simulations,
c'est pas tellement de réaliser les simulations en elles-mêmes, mais plutôt de me servir, en direct, de, la simulation pour expliquer comment fonctionne une mission Apollo. C'est l'objectif de ces vidéos, de ces streams. C'est d'expliquer, à tout le monde comment ça fonctionnait Apollo. Ce qui est intéressant aussi d'ailleurs, c'est la question qu'on pourrait se poser, pendant que c'est en train de tourner, c'est, quelle différence avec une mission telle qu'elle pourrait exister aujourd'hui? Est-ce qu'ils auraient, le même type de problème ou non? Quel problème, serait résolu, qu'ils avaient, encore en 1972? Alors tout à l'heure, j'ai parlé, du problème énergétique. Bah, ce problème énergétique, il serait probablement résolu par, des panneaux solaires. À l'époque, ils n'avaient pas ça. Alors je ne sais pas si la technologie des panneaux solaires, heu, existait. Je pense que oui. Je pense qu'on savait produire de l'énergie avec des panneaux solaires, mais je pense qu'à l'époque, les panneaux étaient trop lourds, hem, pas assez performants pour l'énergie, nécessaire pour, une mission Apollo. Je pense qu'aujourd'hui, on serait capable de faire des panneaux solaires qui permettraient, d'assurer, suffisamment d'énergie, hem, pour, l'ensemble des, dispositifs qui sont embarqués. Par ailleurs, un ordinateur de l'époque avait une consommation probablement très supérieure à un ordinateur d'aujourd'hui et l'ensemble des composants électroniques qui sont à l'intérieur, devaient consommer beaucoup plus que, l'électronique, dont on dispose aujourd'hui. De même, l'électronique embarquée et tous les automatismes et cetera, aujourd'hui seraient gérés beaucoup plus largement par informatique et donc du coup pèseraient beaucoup moins. Hem, donc le poids, pour faire fonctionner, l'ensemble des moteurs, faire les calculs et cetera, serait, probablement largement inférieur. Et alors, du coup, si, on a des panneaux solaires relativement efficaces, avec des systèmes qui consomment beaucoup moins, ben, on peut supposer qu'effectivement, on embarquerait des panneaux solaires qui seraient largement suffisants pour faire fonctionner l'électronique d'aujourd'hui, alors qu'ils n'auraient probablement pas été suffisants pour faire fonctionner l'électronique d'hier. En revanche, je pense que ce serait pertinent d'avoir toujours des piles à combustible parce que ça fabrique de l'eau. Donc, il pourrait y avoir, les 2 systèmes. Je ne me suis absolument pas penché sur le fonctionnement des missions Artemis qui, prévoient de retourner sur la Lune. Heu, Ça pourrait être intéressant. Ça doit pouvoir se simuler d'ailleurs, dans, Orbiter, mais c'est pas mon propos ici. Je reste sur, le fonctionnement de ces, anciennes missions qui étaient quand même, faut bien reconnaître, enfin fallait oser monter là-dedans, hein. Bien, cette fois-ci, j'ai activé le barbecue roll, donc 66-55, bon allez, on s'approche de 66 et ce sera très bien. Donc on va arriver à 48 heures de voyage, donc 2 jours de voyage. Voilà, 48 heures sont passées.
Même en x1000, c'est long. Ça devait être insupportable de rester 3 jours enfermé là-dedans. Et Ron Evans y est resté 10 jours. Voilà, on approche des 66 heures. Et donc on va savoir s'il est nécessaire de refaire une poussée. Comme elle n'a pas eu lieu sur Apollo 17 historique, j'ai la faiblesse de croire que ce ne sera pas nécessaire pour nous non plus. Alors, faisons le calcul. Et ben voilà. Donc ce chiffre-là n'ayant pas bougé, j'imagine que voilà. Ici, on est toujours à 95 500 et 86 17 43. Et on peut aussi comparer le heading. Le heading attendu 282 degrés. Donc en fait, notre trajectoire semble parfaite. Et on approche de la Lune de la bonne manière. Alors, justement, est-ce qu'on peut la voir maintenant, cette Lune? Ah, 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 voilà qui est intéressant. Elle est donc là. Je vais arrêter la rotation parce que là, il y a un peu de précession. Voilà, et je vais remettre le barbecue roll en route. L'orientation des antennes est globalement correcte. On se fout de savoir si la Terre est pile dans l'axe. Là, elle est à 30 degrés, donc évidemment, ça va communiquer. Il n'y a pas de souci. Donc, je relance le barbecue roll. Et pourquoi il y a cette espèce de précession? Probablement à cause justement du phénomène qu'on avait évoqué, de la présence du LEM qui décale. Et si les moteurs font pas tourner pile poil sur l'axe, eh ben ça oscille un peu. Donc la Lune, on la devine parce qu'elle cache en partie le Soleil. Et si elle cache en partie le Soleil, ça veut dire qu'elle est pile entre nous et le Soleil, ou quasiment. Donc ça veut dire que en fait, ce qu'on voit d'elle, c'est uniquement sa face à l'ombre. Donc c'est pour ça qu'on n'a pratiquement aucune chance de la voir. On la devine, plus qu'on ne la voit. Bien, next step. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses, et en particulier une chose que j'ai pas du tout évoquée pour l'instant. Donc, ce que j'ai déjà évoqué, c'est que j'ai dit qu'il y avait 4 mid-course correction qui étaient prévues. La première, on l'a pas effectuée. La deuxième, on l'a effectuée comme dans la mission historique. La troisième, on sait d'ores et déjà qu'on ne va pas l'effectuer. Il y en a une quatrième qui peut avoir lieu à 83,55. Bon, on peut la programmer. 83, 55, 0. On peut faire le calcul, mais compte tenu du fait qu'on est sur la bonne trajectoire, a priori, ça ne devrait pas nous dire grand-chose. Bon, il y a quand même 11 cm de correction. Avec une poussée de 5 centièmes. Bon, pour l'instant, il semble pas nécessaire de la faire. On regardera les paramètres ici et on verra bien comment ils évoluent. S'il faut corriger quelque chose, peut-être on le fera. Mais pour l'instant, ça paraît pas nécessaire.
Cependant, avant 83-55, il y a quelque chose à faire dans le plan de vol. Ça se passe... Alors ça s'est passé historiquement à 81-32, donc on va dire aux alentours de 81-30. Et je vais expliquer de quoi il s'agit. Un téléphone sonne. Donc, de quoi il s'agit? Eh bien, en fait, lors des 3 dernières missions Apollo, dites mission J, les ingénieurs d'Apollo avaient compris qu'ils pouvaient embarquer plus de fret, plus de masse, qu'ils ne l'avaient fait lors des missions précédentes. Probablement avaient-ils joué la sécurité sur les premières missions de façon à réussir les atterrissages sur la Lune, etc. Et puis ensuite, fort de l'expérience, ils ont pu constater qu'ils avaient besoin de moins de carburant, qu'ils pouvaient alléger ceci ou cela, que sais-je. Et donc embarquer plus de matériel d'observation. Et donc, parmi les choses embarquées, sur le LEM, dans les 3 dernières missions, donc Apollo 15, Apollo 16 et Apollo 17, dite mission J, on a d'une part le rover qui est ici sur le flanc du module lunaire, donc qui leur permettait d'avoir un véhicule roulant et de se déplacer beaucoup plus loin que ce qu'il n'était possible de faire à pied. Et il y a aussi, au niveau du module de service, alors que je ne me trompe pas, je crois bien que c'est ça, mais on va vite le savoir. Oui, ça me paraît tout à fait cohérent. Ici, la SIM Bay, SIM Bay, baie comme une baie de stockage. Alors, SIM, SIM, c'est Scientific Instruments Module. Et donc, à l'intérieur, lors des missions, alors sur les missions 15 et 16, il y avait certains équipements, donc des équipements de mesure de différents paramètres, donc un spectromètre gamma, un spectromètre de masse, un spectromètre de rayon X et un sous-satellite, donc un microsatellite, on dirait aujourd'hui un nanosatellite, qui faisait des mesures de flux de particules. Sur Apollo 17, les instruments sont différents. Donc, il y a un radar un peu comme on utilise aujourd'hui les radars laser pour mesurer des distances, un spectromètre UV et un scanner d'infrarouge et des caméras pour filmer la surface de la Lune. Et donc, avant d'arriver à l'orbite lunaire, cette baie est ouverte. C'est-à-dire que la plaque qui est ici est éjectée et les instruments qui se trouvent derrière sont mis en contact avec l'espace et donc peuvent commencer à effectuer leurs mesures. En réalité, ils ne font pas les mesures tout de suite, mais c'est vrai qu'il est logique de se débarrasser de la plaque qui est ici avant de rentrer en orbite lunaire. Parce que si on est en orbite lunaire avec cette plaque,
elle aussi va rester en orbite lunaire. Alors que là, si on la largue maintenant, en fait, elle va suivre la trajectoire qui est ici, à quelque chose près. Et donc, en fait, une fois qu'elle aura passé le périgée à 95 km, elle va repartir vers la Terre. Donc, avant de faire l'insertion en orbite lunaire, on se débarrasse de cette plaque. Et donc, je crois l'avoir dit plus tôt, l'opération avait été effectuée à 81, 32, 40. Donc, nous, on va s'approcher de 81, 30 et on va larguer cette plaque. Alors, hop, hop. Est-ce qu'on est toujours... Oui, on est bien en barbecue roll. Donc 81-30. Ouais, il y a toujours cette espèce de d'oscillation. On ne peut pas faire autrement. Là, ça fait 3 jours qu'ils sont partis. 72 heures, ça faisait 3 jours. 3 jours et 3 heures. Peut-être que on voit quand même apparaître la Lune maintenant. Non, toujours pas. Je vais dézoomer un peu. Je vais voir si on peut pas. Ah, voilà. Ça nous évitera de tourner avec le module. Voilà, on approche de l'horaire fatidique. Bon, voilà. Bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'observer le largage. Donc, alors j'ai un doute avec cette plaque là. Non, mais ils n'auraient pas largué le drapeau. Donc, je pense que c'est plutôt celle-là. Ok. Et donc, là, j'ai activé un menu ici. Et je peux effectuer le largage en appuyant sur une touche. Encore une fois, ici, les procédures de simulation sont relativement simples. On a une simulation de l'extérieur, on ne simule pas du tout les actions sur les boutons qui sont là. Donc il doit y avoir un bouton quelque part pour faire cette éjection, mais il faut activer les bons systèmes ici au niveau des circuit breakers, etc. J'ai déjà expliqué tout ça. Ce que je veux juste faire, c'est le faire à peu près au moment où ça s'est effectué en réalité. Donc 81, 32, 40. Voilà, dans moins de 40 secondes.
Et voilà. Donc la Simbay apparaît. Tous les instruments sont là. Et la plaque va suivre sa propre trajectoire. Donc légèrement différente de la nôtre, puisqu'il y a une petite vitesse relative, mais globalement, c'est une trajectoire qui devrait faire passer cette plaque au large de la Lune et retourner sur Terre. La correction en vitesse n'étant pas suffisante pour la faire retomber sur la Lune. Ah, en parlant de Lune, ça y est, on commence à la voir. Ici, il y a le terminateur qui commence à apparaître. Et donc on voit que la Lune commence à prendre une certaine dimension. Donc maintenant, la phase suivante, c'est la MCC 4, Mid-Course Correction 4, à 83,55, donc dans pas très longtemps. Alors refaisons le calcul. Déjà on peut regarder ici, donc on est toujours à 95,4 et 86, 17, 43 et 282 ici. Franchement les paramètres sont bons, j'ai pas tellement envie de les changer. Qu'est-ce que le calcul nous donne? Il donne un D de VT un peu supérieur. Bof. Bon, je pense qu'on va pas la faire. Avançons. « 83,55 dans 2 heures. Encore une fois, comme ils l'ont pas fait historiquement, je pense la même chose que ce que j'ai pensé au niveau de la première, que j'ai pas effectué non plus. Voilà, on est à 1 heure. On va se mettre à 30 minutes, mais donc à 25, on sera à 30 minutes. Voilà, on est
peu plus de 30 minutes. Exé. Surtout, non, mais c'est ça qu'il faut que je regarde. Franchement, les chiffres sont impeccables. Je vois pas pourquoi on irait modifier quelque chose qui fonctionne très bien. Donc, on laisse tomber cette phase et on va attaquer la dernière phase de ce stream, à savoir la LOI, ou Lunar Orbit Insertion, c'est-à-dire insertion en orbite lunaire, donc le freinage qui va nous amener en orbite autour de la Lune. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on reste sur notre trajectoire, on va passer à 95 km de la surface lunaire et repartir vers la Terre. C'est pas l'objectif. Donc ici, alors si vous vous rappelez des mécanismes de navigation spatiale que j'ai déjà expliqué, si au périgée, ou même si en un point de notre trajectoire, on augmente notre vitesse, on éloigne le point qui se trouve de l'autre côté, si en revanche on la diminue, on va faire l'inverse et donc on va ramener ce point. Donc ici au périgée, en freinant, l'apogée de cette trajectoire, on va la ramener ici à proximité de la Lune. Alors attention, là en fait on est suffisamment près de la Lune pour négliger l'effet gravitationnel de la Terre. Donc la trajectoire qu'on voit ici est une trajectoire calculée autour de la Lune sur la base de la seule gravité lunaire. On oublie la gravité terrestre. Et en fait, probablement, à ce que je vois là, cette trajectoire est une trajectoire de libération, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas la Terre, on arriverait comme ça et on repartirait, mais pas sur une ellipse, sur une parabole. Alors en réalité, cette parabole, au bout d'un moment, finirait par subir la gravitation terrestre et nous ramener vers la Terre. Mais dans le modèle de calcul qu'on applique ici, on oublie maintenant l'effet gravitationnel de la Terre. De la même manière, par exemple, que quand on avait calculé notre trajectoire de Translunar Injection pour aller vers la Lune, on n'avait pas tenu compte de l'effet gravitationnel du Soleil. C'est le même principe. Bien, donc, injection en orbite lunaire. Eh bien, on change de programme et on prend le programme de Lunar Orbit Insertion LOI. On va chercher ce programme. Voilà. Et ce programme, en fait, en mode simple, il nous demande l'excentricité de l'ellipse qu'on veut avoir. Donc, si on met 1, on a un cercle parfait. On va pas le faire fonctionner comme ça. On va le mettre en avancée et donc on va fixer le périgée et l'apogée de l'orbite qu'on veut obtenir. Alors le périgée, il est déjà fixé à 95 454, qui est le périgée actuel sur lequel on est en train d'approcher la Lune. Donc pour l'instant, on ne va pas chercher à changer ce chiffre, on changera plutôt l'apogée. Et l'apogée prévu par le plan de vol était, je peux même donner le périgée et l'apogée prévu par le plan de vol. Donc pour le périgée, il était prévu 95 km, donc on est dans les clous. Et pour l'apogée, c'était 317 km. Donc on va mettre cet apogée à 317 km. Voilà. Et en fait, le reste, on ne peut pas le changer. Il y a un paramètre ici qu'on peut modifier, mais on va le modifier simplement pour rendre notre navigation, enfin comment dire, le calcul conforme à la navigation qu'on emploie. Donc c'est ici Starfixed, puisque notre vaisseau
comment dire, navigue par rapport aux étoiles. Et l'autre paramètre qu'on doit fixer, mais qui n'est pas un paramètre, enfin qui n'est rien d'autre qu'un paramètre de calcul, c'est le TRA qui est là. Et alors là, je suis en train de vérifier de ne pas me tromper. Le TRA doit être fixé à, il me semble c'est 20 degrés, mais je voudrais être sûr de ça. Je suis en train de vérifier mes documentations. Ah non, moins 20 degrés. Donc, next, et 7, moins 20 degrés. Ok. Et en particulier, ce qu'on s'aperçoit, c'est que là, on n'a pas de contrôle sur l'horaire auquel va être effectuée la poussée. La poussée sera effectuée au bon moment pour obtenir les paramètres qui sont ceux-là. Et donc, on va faire une sauvegarde ici. On peut demander le calcul. Et ce calcul nous dit que la poussée sera effectuée à 86,12,59. Alors ça correspond pas du tout. J'ai un doute sur le moins 20. Si je fais 20, ça me plaît mieux, hein. Ça me plaît mieux. 86,14, là on a 3 minutes 40 d'écart. Je pense que c'est pas moins 20 mais 20. Prenons le risque. C'est intrinsèque aux missions Apollo. Je ne peux rien y faire. Bien, donc dans moins de 3 heures, la poussée doit avoir lieu et nous mettre sur orbite. Eh bien, allons-y. Et ce qu'on va faire, c'est que on va observer tout ça depuis l'extérieur. Donc là, le vaisseau va faire la poussée autour du périgée qui est ici. Et ce périgée, c'est le symétrique. Enfin, il est sur l'axe de symétrie de la trajectoire qui nous a amené ici. Et sur cet axe de symétrie, de l'autre côté, on trouve la Terre. Donc ça veut dire qu'au moment où on va faire cette poussée de freinage, on sera derrière la Lune. Alors tout à l'heure, j'évoquais les points de différence qu'il pourrait y avoir entre les missions d'aujourd'hui et les missions Apollo. C'est qu'aujourd'hui, on sait faire tourner des satellites de communication autour de la Lune et donc faire en sorte que même si on est côté de la face cachée, on puisse communiquer avec la Terre. À l'époque, ça n'était pas possible. Donc, au moment où la poussée est effectuée, le Mission Control ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Et les astronautes, de leur côté, sont seuls. Ils doivent se débrouiller seuls. Apollo 17, Houston, if you three are interested in sticking around a while, you have our go for LOI. Donc, on est go pour la LOI. Si on est go pour la LOI, j'enclenche l'autoburn. Donc, c'est dans 1100 secondes, une vingtaine de minutes. Et donc, le moment où le module de service et le LEM vont passer derrière la Lune, en particulier donc la Terre va passer à l'horizon lunaire et les communications vont être rompues, à partir du moment où
ces communications sont rompues. Elles sont rompues en vocal, mais elles sont rompues aussi pour la télémétrie. Et donc, il n'y a plus aucun signal qui part du module de commande vers, enfin, du CSM vers la Terre et vers le Mission Control. Donc, on parle de perte de signal, lost of signal, dont le sigle est LOS. Donc, on va attendre la LOS. Et surtout, les gens du Mission Control vont attendre avec beaucoup d'impatience la fin de la LOS et le moment où le signal va réapparaître de l'autre côté de la Lune va leur indiquer si la poussée a été correcte ou non. Alors encore, je ne vais pas me fier à mes intuitions. J'aurais tendance à penser que si le freinage n'est pas correct, la fusée va, enfin le vaisseau va réapparaître plus tôt parce qu'il va aller plus vite, et c'est peut-être faux. Donc j'arrête les spéculations sur ce type de sujet. Il faudrait faire l'expérience, tout simplement. Je vérifie que tout est bien en ordre. Donc on a bien l'autoburn qui est activé. On va accélérer un tout petit peu. C'est quoi? 86-14. Okay, Bentley, looks good. Donc là encore, on est dans les checklists. On est à un quart d'heure. Ça y est. Donc la Terre est en train de passer derrière l'horizon lunaire. Et donc, perte du signal. Je suis surpris qu'on n'ait pas eu un extrait de conversation évoquant la LOS. Donc là, on est côté face cachée. Et dans 10 minutes va avoir lieu la poussée. Et donc, ce qui va nous importer, c'est que on ait ici le bon paramétrage. Alors on voit qu'on aurait pu descendre plus bas, 95 445, on sera plutôt à 454. Bon, à 10 mètres près, puisque là c'est des kilomètres, ça c'est des centaines de mètres, des dizaines de mètres, et ça c'est des mètres. On va avancer un petit peu. « 5 minutes, 4. On peut encore avancer un peu. C'est plus facile à lire ici. Hein. Ah ben on est à 200 secondes, le vaisseau va s'orienter. Alors là, je suis sûr d'une chose, c'est que le moteur va se mettre vers la gauche. Si on veut freiner. Et le freinage, il est tangentiel à la trajectoire. Donc dans l'axe de la trajectoire. Il peut y avoir une légère correction pour compenser.
des hauteurs ou des plans ou des choses comme ça, mais bon, globalement, voilà, c'est dans cette direction-là qu'on va pousser. Je le trouve étonnamment penché quand même. Espérons qu'il nous fasse ce qu'on lui demande. Je le trouve vraiment étonnamment penché. Bon, 1 minute 30. Et la poussée va être assez longue. 330 secondes. Ah, quoique, non, c'est pas si penché que ça. Oui, problème de parallaxe. C'est pas si penché que ça. Bien. Moins de 30 secondes, 25. Ah si, c'est quand même penché. Bon, je sais pas. Allez. Allez, si, c'est quand même un peu penché. Hein. 4, 3, 2, 1, 0. Et donc là, sur les deux schémas, on devrait voir la courbe ici évoluer, la courbe de trajectoire. Par exemple, si je pose ma souris ici à l'intersection du cadre, on va voir que la trajectoire se dirige vers la droite. Et donc on va avoir une ellipse qui se referme et qui en théorie devrait donc se refermer à 317 km de l'autre côté de la Lune. On commence donc notre première révolution autour de la Lune. Voilà, ça décale doucement. Et là, on a l'occasion de découvrir la face cachée de la Lune. Alors, les astronautes d'Apollo 17 ne sont pas les premiers à voir ça. Les premiers, c'était ceux d'Apollo 8. Voilà, la courbe est, enfin la trajectoire est refermée. La Lune est pour l'instant toute petite au foyer. Mais on voit que l'apogée redescend rapidement. Alors on n'a pas la valeur d'apogée là, malheureusement. En revanche,
Il nous reste encore 200 secondes de poussée. Beau cratère hein, ici. Il me semble, mais c'est juste une opinion personnelle, que la face cachée est plus cratérisée que la face visible. Et peut-être que le fait que la face visible soit tournée vers l'orbite terrestre, enfin vers la Terre plutôt, pourrait être la raison pour laquelle c'est moins cratérisé. C'est-à-dire que les objets qui arriveraient perpendiculairement à la face visible auraient tendance à être capturés par la Terre, mais encore une fois, relativement spécieux comme raisonnement. Pour l'instant, je n'ai pas de commentaires sous ces vidéos, mais je vous en prie, laissez-en. Et je serais ravi d'apprendre. Je suis sûr que certains d'entre vous qui regardent savent des choses que je ne sais pas et pourraient apporter des précisions parfaitement judicieuses. On commence à s'approcher et il nous reste encore pourtant 1 minute 30, un peu plus, de poussée. Alors poussée de freinage, hein. On ralentit notre vitesse. Alors là, je vois que le périgée a changé, il est à 100 km. On s'est quand même éloigné un peu de nos 95 km d'origine. C'est dommage. Mais bon, 5 km sur 100 km, ça fait 5%. C'est pas non plus une erreur phénoménale. Ah, il est en train de diminuer maintenant. Bon. Il se passe des choses. Allez, 98. Oh, il y a des corrections qui sont faites par les RCS. Là voilà, les moteurs sont en train de faire des petites corrections. 97. Bah alors donc 2%. Et par contre, je n'ai pas l'apogée sur cette vue, mais on peut demander cette vue-là. Voilà, ça fait peur si on le regarde comme ça, on a l'impression qu'on va percuter la... Voilà, là ça va, c'est plus rassurant. Et donc 97 et 326. Bon, c'est pas si mal. On arrête la rotation. Nous voilà en orbite. Tout va bien. Ça y est, on est arrivé. En tout cas, on est arrivé à la Lune. On tourne autour. C'est la première évolution. Et c'est aussi le moment pour moi d'arrêter ce stream. À plus tard. Sauvegarde. Et arrêt.